Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est entre terre et mer que nous vous emmenons aujourd'hui au nord de la Normandie. Des falaises d'Étretat, immenses et fragiles, au cœur du bocage normand, riche d'un patrimoine naturel et d'un savoir-faire ancestral. Oh, mais elle est magnifique ce cœur. Fromage. Ce voyage vous fera découvrir de nombreuses merveilles. Il est incroyable ce lieu. Parmi elles, le palais bénédictine de Fécamp, qui abrite depuis 2 siècles une recette secrète. Ou encore le pays de Caux, où se cachent des châteaux d'exception. Vous faites un bond de 250 ans en arrière quand vous visitez le château. Sans oublier bien sûr le cœur médiéval de Rouen, capitale historique de la région. C'est croustillant, c'est léger, ça garde le goût de menthe. Ces trésors, vous allez les découvrir avec celles et ceux qui les aiment, les animent et les protègent. C'est par la côte que nous vous proposons d'aborder ce voyage. D'impressionnantes falaises de craie blanche baignées par les eaux de la Manche. Bienvenue sur la côte d'Albâtre. À 1 heure de Rouen, Veules-les-Roses est l'un des plus beaux villages de France et l'un des plus anciens du pays de Caux. Sophie Ozouf est tombée amoureuse de cet endroit il y a 25 ans et n'est jamais repartie. Pour elle, la grande richesse de Veules-les-Roses, c'est son cours d'eau qui traverse le village de part en part. La Veule est le plus petit fleuve de France, 1149 mètres depuis sa source, jusqu'à son embouchure sur la Manche. Un mystère de la nature qui alimente les moulins du village depuis la Révolution française. Au XVIIIe siècle, 11 roues tournent ici pour produire de l'huile de colza. Le moulin des Aïeux est le dernier encore en fonctionnement. Ah, Jean-Monsieur Berville, vous allez bien? Ça va et vous-même? Ma foi, bien. Claude Berville vit ici depuis 17 ans. C'est lui qui a redonné vie à ce moulin et sa passion est intacte. Voilà. Alors il suffit de tourner la manivelle hein, quand elle veut. Quand elle veut? Bah oui, mais bon, elle a un certain âge aussi, hein? Oui. Pardon, Donc, excusez-moi, mais là. Je vous en prie. Voilà, Ah, voilà. ça y est, superbe. Il fabriquait quoi, votre moulin? Dans un premier temps, il a fabriqué au début du 18e de l'huile. Et ensuite, en 1802 environ, on a construit un étage pour fabriquer de la farine. On dirait un tronc d'arbre au milieu. Oui, tout à fait. C'est un arbre. Hein. Il a été un peu travaillé pour tenir la roue, etc. L'arbre est en chêne massif, bien sûr, et les planches sont en chêne vert. Si tout l'ensemble est en chêne, ça doit être très lourd. Bien évidemment. Enfin, très lourd, c'est 2,5 tonnes environ. Bah quand même. Oui, quand même. Grâce à ces moulins, Veules-les-Roses est l'un des premiers villages de Normandie à produire de l'électricité dès 1897, 11 ans seulement après Paris. Nous avons vu la roue à Aume, maintenant visitons le moulin. Ah, c'est vraiment l'escalier d'époque, hein. Là, c'est l'escalier du meunier. Les planches ont été usées par le meunier. Usé par les pieds du meunier, superbe. À l'étage, la meule intacte pourrait, si Claude le voulait, produire à nouveau de la farine, comme au temps du dernier meunier, parti en 1952.
Il a tout laissé en l'état et dans le jus. On va aller voir une des particularités de ce moulin, c'est la chambre du chasse-mout, c'est-à-dire le gardien du temple. Hein. Oh là! Et c'est lui qui devait surveiller le fonctionnement du moulin, parce que quand une meule tourne à vide, elle peut s'échauffer et créer un incendie. Ah, carrément. Carrément. Alors, voilà le chalit sur lequel il se couchait. Bien évidemment, pour que ça soit plus confortable, il mettait de la paille et de la fougère. Ah, d'accord, parce que là, c'est sûr que... J'espère qu'il avait une couverture. Ce que vous voyez là-bas, cette ouverture, c'était simplement le fait qu'il était chauffé par les animaux qui vivaient en dessous. Vivaient en dessous. Le radiateur, en fait. Voilà. peut-être. Chaque année à la mi-juin, Claude vous ouvre ses portes avec fierté lors de la journée des moulins. Et comme Sophie, peut-être aurez-vous le privilège de nourrir les truites du moulin des aïeux. Voilà, il y a des beaux spécimens. Elles sont contentes, les truites. Sophie nous emmène maintenant à la découverte d'un autre secret de Veules-les-Roses. Le village, autrefois appelé Veules-en-Caux, a été baptisé Veules-les-Roses en 1897. En hommage, chaque habitant a planté un rosier devant chez lui. Voilà pourquoi, au détour de chaque ruelle, vous découvrirez une ravissante bourgade fleurie qui mérite son label. Pourtant, une autre plante fait la réputation du village depuis le Moyen-Âge, le cresson. Sophie retrouve Patrick Mailleux, l'unique cressiculteur de la région. Bonjour, monsieur Mailleux. Bonjour. Alors, on est en pleine récolte? Oui, c'est en pleine récolte. Bon. Oui. Heureusement que vous êtes là hein, pour entretenir toutes ces cressonnières. Oui, Et vous êtes cressiculteur depuis quand? depuis l'âge de 16 ans. Ça fait quand même un petit moment. Ah là. oui, oui, ça fait presque 40 ans. Autrefois, c'était quand même la seule salade d'hiver. Oui, c'est parce qu'elle pousse que l'hiver, si vous voulez. Que l'hiver, et elle aime pas la chaleur en Non, plus. c'est pour ça que l'été, vous n'en trouverez pas. D'accord. Voilà. Donc, vous, au niveau de la production, on commence à la fin de l'été et on en a pour jusqu'au... Moi, je commence à vendre le cresson à partir de mi-août, si vous voulez. Oui. Et j'en ai pour jusqu'à fin mai l'année prochaine. Et pourquoi les cressonnières ici, sur la Veule? C'est de l'eau de source. C'est de l'eau de source. Que de l'eau de source. On n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de rivière. D'accord. Pour grandir, le cresson de Veules-les-Roses a besoin de 10 cm d'eau pure. Depuis le XIVe siècle, il est donc cultivé directement ici, à la source de ce tout petit fleuve. L'eau, entre 4 et 7 degrés selon les saisons, traverse les cressonnières avant de poursuivre sa route vers la mer. Sur 3200 mètres carrés de bassin, 7 jours sur 7, Patrick Mailleux produit seul environ 300 000 bottes de cresson chaque année. Magnifique. Elle pèse. Elle pèse de 300 à 350 grammes. Et vous en faites combien à l'heure? 120 bottes. 120 bottes à l'heure. Sacré coup de main. Bon, Alors maintenant, il faut vous mettre au travail. bon ben, on va y aller. Voilà. Bon alors, Alors, on se lance. alors, vous prenez votre... voilà. Là, vous allez en chercher d'autres. Voilà. Et on Voilà. ramasse en dessous. En dessous. On prend en voilà. dessous, c'est ça? Voilà. Mettez bien la main en dessous. D'accord. Vous enlevez ça. Voilà. Voilà. Et on peut... Voilà. Voilà. Là, il y a une botte. Là, une botte. Je vous donne rien. Vous passiez là, entre les... Avec le doigt Avec le doigt. qui maintient Et puis, vous lâchez la botte un peu. Et puis, vous tournez. et on tourne. Je défais Vous la mon serrez doigt. un peu, voilà. D'accord. Très bien. Bon, alors après, on part avec la machette. Et après, ben, il suffit que vous coupez. D'accord. Bon, elle n'est pas aussi régulière que la vôtre quand mais même. comme je mais- vous dis, à la longue, ça va venir. Et vous avez des apprentis, non? Des jeunes Non, qui non, viennent? non, non, j'ai personne. Personne ne veut le faire parce que c'est trop dur. Et l'hiver, il faut avoir les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau. Moi, après moi, il n'y aura plus personne. Hein. Personne ne veut le faire. Hein. Pour On va l'instant, falloir motiver les troupes parce Ouais. que quand même, on aimerait bien continuer à manger du cresson de Veule. Ça tient depuis le Moyen-Âge, Ah donc oui, oui, c'est oui, quand oui. même dommage que, Oui, oui, oui. que ça se termine. Oh, vous avez encore une bonne dizaine d'années. Hein. Oui, 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 non, mais je sais bien, mais je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, vous voyez. Allez, au revoir. Riche de son terroir, la Seine-Maritime cache aussi des joyaux d'architecture. L'un des plus surprenants se trouve à 40 km au sud-ouest de Veules-les-Roses, par la côte. En plein cœur de Fécamp, les tours d'un château d'inspiration néo-gothique dominent la ville, le palais bénédictine. Sophie y retrouve Yolande de Beuil, la directrice de cet étonnant édifice Renaissance, bâti pourtant au XIXe siècle par un élève de l'architecte Viollet-le-Duc.
Bienvenue au Palais Bénédictine. Incroyable. Incroyable. Incroyable de trouver un tel édifice dans le cœur de Fécamp. On est à quelques mètres du port et au détour d'une route, on tombe sur ce bâtiment d'exception qui a été construit par... Alexandre Prosper est né le Grand. Ça ne s'invente pas, personne ne nous croit, mais c'est notre Alexandre à nous, le Fécampois, qui a construit ce palais incroyable. Et vous avez vu, il en a fait un monument excessivement riche, avec des détails, des sculptures absolument partout, qui sont ravissantes, très fines, dans l'esprit du pays co, parce qu'il y a un mélange brique et silex. Et vous allez voir que l'intérieur est au moins aussi riche que l'extérieur, en termes d'architecture, en termes de détails, en termes d'inattendus aussi. Je vous emmène ? Avec plaisir. Ce palais immense et extravagant surprend par son audace et son originalité. Depuis sa construction en 1888, il n'a jamais été habité. Son propriétaire en a fait l'écrin de son étonnante découverte. Il est incroyable ce lieu. Comment il en est arrivé à faire un bâtiment aussi somptueux? Alors, il faut savoir qu'au départ, Alexandre le Grand était marchand de vin, fécampois, et qu'un jour, il travaillait dans sa bibliothèque, qui était composée de nombreux manuscrits, vieux ouvrages, tels que ceux que nous voyons ici, qui provenaient en partie d'Abbaye de Fécamp. Et donc, il travaillait dans sa bibliothèque, et il est tombé sur un vieux grimoire qui parlait d'alchimie, qui contenait des recettes. Et notamment une recette écrite en 1510 d'un élixir à base de plantes et épices. Et Alexandre le Grand était intrigué et il a eu envie de recréer la recette. En 1863, Alexandre le Grand s'inspire donc d'une recette écrite 3 siècles plus tôt par Don Vincelli, un moine bénédictin. Un élixir de vie à base de 27 plantes et épices. En hommage, le Fécampois baptise sa liqueur bénédictine et érige un palais flamboyant pour abriter sa production. Au plafond, sur les murs, jusque sur les vitraux, tout ici rappelle l'histoire de cette liqueur, mais rien ne dévoile le mystère de sa composition. Nous voici ici, au cœur de la raison d'être du palais, puisqu'il a été construit pour abriter la distillerie dans laquelle nous sommes. Et nous avons des alambics de cuivre martelé, dont certains datent de l'époque d'Alexandre le Grand. Donc, cette fameuse liqueur, 27 plantes et épices des 5 continents, est-ce qu'on peut avoir quelques ingrédients quand même? Absolument, nous avons des sacs. On voit de l'hysope, il y a du thé, il y a du thym, il y a de l'amande amère, il y a beaucoup d'ingrédients, sachant que la recette est secrète et que personne ne la connaît dans son intégralité. Le maître herboriste sait peser, calibrer les plantes et épices. Le maître distillateur ici sait quoi en faire, c'est comment les distiller, c'est comment produire la liqueur. Mais il ne sait pas avec précision ce qu'il y a dans les sacs. Steve, nous en sommes où de l'infusion? Donc la distillation est terminée. Distillation, on a mis les plantes à chauffer. Les plantes ont été infusées pendant 15 heures dans ces grands alambics. L'infusion a été ensuite distillée pour en extraire l'alcool. Des étapes de fabrication tout aussi secrètes, après lesquelles il ne reste plus qu'à vider les alambics. Et aujourd'hui, Steve, le distillateur, met Sophie à la manœuvre. Voilà la paire de gants. Merci, c'est chirurgical. C'est assez physique. C'est du métier. Ça s'improvise pas, monsieur. C'est pas dangereux ce que je fais au niveau des vapeurs? Normalement, il n'y a que de l'eau. Ah bon? On peut y aller alors? Donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, tout l'alcool a été distillé, donc retiré. Il n'y a aucun danger. Yolande, avec ça, ce qu'il y a là-dedans, on fait combien de bouteilles de bénédictine? Alors Sophie, je vais vous décevoir malgré tous les efforts que vous faites, aucune bouteille. Parce que cette étape est l'une des nombreuses étapes nécessaires pour élaborer bénédictine. Venez, je vais vous montrer. Je laisse. Steve, merci. Voilà. L'opération à laquelle vous avez participé, ça donne un alcoolat tiré d'une infusion. Les plantes et épices que vous avez sorties de l'alambic ont donné cette couleur feuille morte. Oui, on sait. Ça, c'est une étape. C'est la première étape. Il y a encore 3 alcoolats. Et après, ces 4 alcoolats sont mélangés, puis vieillissent dans des foudres de chêne dans les caves du palais, puis sont filtrés, puis sont chauffés. Donc, il faut presque 2 ans pour produire une goutte de liqueur.
que voici. Voilà le produit que l'on obtient, la liqueur, avec des jolis reflets safranés qu'on voit bien là, parce que notamment on y ajoute du safran et cette onctuosité de liqueur que l'on voit bien en tournant le verre. Est-ce que vous voulez sentir, Sophie, après tous les efforts que vous avez faits, Oui, est-ce pour que voir vous le retrouvez vos odeurs? Ah, il y en avait beaucoup, des odeurs. Ben justement, il y en a encore plus là. J'en retrouve quelques-unes, mais il y en a d'autres encore. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont fondues maintenant. Il y a festival d'odeurs quand même. Hein. Malgré les nombreux mystères qui entourent Bénédictine, son palais, lui, se dévoile sans pudeur. Alors si vous passez à Fécamp, invitez-vous chez Alexandre le Grand. Pas question de quitter la côte d'Albâtre sans découvrir son emblème. 16 km au sud de Fécamp, voici Étretat. Nichée elle aussi au creux d'une valeuse, la ville est encadrée des falaises les plus pittoresques de la région. Sur l'une d'elles, Sophie rejoint Cyriaque le Tuilier. Naturaliste, il connaît chaque recoin de ces falaises et ses nombreuses richesses. Bonjour Cyriaque. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Je voulais vraiment que ce soit toi qui fasse découvrir ce site extraordinaire d'Étretat, parce que c'est magique. Là, regarde, on domine. On domine le paysage, on domine la mer, on se sent puissant. Et puis tout à l'heure, je pense qu'on va se sentir tout petit. Sentiment d'humilité. Est-ce que je peux te porter quelque chose? Ah bah écoute, si tu veux mettre ça sur ton épaule. Alors c'est parti, en avant. Bien, on va s'arrêter un peu plus près, je voudrais te montrer. Tu vois, cet endroit, tu as ce qu'on appelle le chaudron. C'est une anse qui est formée par l'érosion. Tu as vu la belle vue plongeante qu'on a sur la plage et puis l'arche d'Amont. Donc ça, c'est formé par le recul des falaises. Le phénomène d'érosion est ici le plus spectaculaire de la côte d'Albâtre. C'est lui qui a sculpté ce panorama exceptionnel. Oh là là, magnifique. L'aiguille était autrefois rattachée à la falaise. C'était elle-même le pilier d'un arche. Pendant longtemps, on a cru que c'était la mer qui venait grignoter au pied des falaises. Et les savants, dans les années 80 à peu près, nous ont dit « ça ne se passe pas par le pied ». La raison principale de l'érosion de ces falaises, ça se passe par le haut, par l'eau de pluie qui s'infiltre dans les failles et les fissures, qui va générer un phénomène de glissement. Puis en hiver, la gélifraction, la cryofraction, le fractionnement de la roche, qui va générer les éboulements. Mais cette arche, on va pouvoir en profiter combien de temps? Parce qu'elle s'érode comme le reste de la falaise. L'arche d'aval, un jour, va s'effondrer. Je ne peux pas te dire quand. Par contre, elle deviendra elle-même aiguille, et ça arrivera un jour. La côte d'Albâtre est le plus grand linéaire de falaises d'Europe. 140 km de murailles, de l'estuaire de la Seine jusqu'à la baie de Somme. Ces falaises, de 100 mètres de haut par endroits, reculent chaque année de 10 à 50 cm. Des éboulements de craie qui donnent à l'eau de la Manche sa couleur blanche, la couleur de l'albâtre. On retrouve ces mêmes falaises en Angleterre. On est situé à peu près à 130 km des côtes anglaises, donc on ne peut pas apercevoir les falaises, elles sont derrière l'horizon. Par contre, il y a 10-12 000 ans, on pouvait traverser la Manche à pied sec jusqu'en Angleterre. Ah oui, quand même. Ces géantes aux pieds solides offrent un refuge idéal pour les oiseaux du littoral. Mouettes, goélands, comme aux espèces les plus rares. Je vais te montrer le grand cormoran. Tu sais que si tu me demandais de choisir un emblème pour la côte d'Albâtre chez les oiseaux, ce serait lui que je te proposerais. Parce que dans les années 30, le dernier endroit où il en restait en France, c'est ici, dans les falaises d'Étretat antifères. Il avait disparu partout ailleurs. On a protégé l'espèce et aujourd'hui, elle a reconstitué une partie de ses populations, mais ça reste des populations très fragiles. Et pourquoi il reste accroché comme ça à la falaise? Alors ici, c'est ce qu'on appelle un reposoir. Les oiseaux sont aussi bien revenus de la pêche et ils digèrent, ils se posent, ils se reposent pour se réchauffer. Bon, on va aller jusqu'au bout du monde là. Je te laisse passer devant. Ça croche bien là-dessus. Ouais.
On ne sait pas si c'est lunaire, si c'est... Alors si on faisait l'inventaire des espèces d'algues et d'animaux qui vivent ici sur le Platier, à marée basse, on aurait environ 70 espèces d'algues et plus de 400 espèces d'animaux. Ah oui. Par exemple, là, ces espèces de petites billes, elles sont complètement fermées. Et à marée haute, elles s'ouvrent. Ce sont des anémones de mer. Puis après, tu as la patelle, D'accord. le fameux chapeau chinois. Oui. Allons-y. Alors, on va traverser la falaise. Hey. Tu baisses bien la tête parce que le plafond est relativement bas. Mais Cyriaque, c'est quoi ces passages dans la falaise? Alors ça, c'est un tunnel qui a été creusé en 1887 par des moines cisterciens. Enfin, c'est eux qui l'ont fait creuser. Et des galeries comme celle-ci, il y en a partout dans la falaise. La falaise, c'est un véritable fromage à trous. Des tunnels qui ont été creusés par l'homme, parfois des tunnels creusés naturellement par le ruissellement des eaux souterraines. Donc on va poursuivre. Fais attention, ça glisse un peu. D'accord. Tu vois? Waouh, c'est impressionnant, grandiose et renversant. Magnifique. C'est vrai que c'est un paysage qui nous a été confié intact. Est-ce que nous serons capables de confier aux générations futures tout aussi préservé? C'est ce que je souhaite. Quittons maintenant le littoral pour un autre paysage à préserver. À l'intérieur des terres, le pays de Caux est l'un des plus authentiques. À 6 km de Veules-les-Roses, nous vous recommandons de faire un détour par le village d'Ermenouville, intact depuis le XVIIIe siècle. Sa richesse, une multitude de chaumières construites en clos-masure. Des talus plantés de hêtres les protègent du vent et des embruns, typiques en pays cauchois. Le pays de Caux est aussi appelé Terre des Seigneurs. Sous l'Ancien Régime, de nombreux nobles y font bâtir leur château. À 2 km d'Ermenouville, le Mesnil-Geoffroy est l'un des mieux conservés. La princesse Anne-Marie Caillaly en est devenue propriétaire il y a 25 ans. Elle nous ouvre les portes de ce domaine classé qui abrite aujourd'hui la plus grande roseraie privée de Normandie. 2000 variétés de roses, parmi les plus anciennes. Ce château d'époque Louis XIII, en briques et grès, a été embelli au XVIIIe siècle par le marquis Delannoy de Bellegarde. Chose rare, l'édifice n'a jamais été transformé depuis 1746. Bonjour Anaïs. Bonjour madame, ravie de faire votre connaissance. Eh bien, bienvenue à Mesnil-Geoffroy. Merci. La princesse reçoit aujourd'hui Anaïs, une jeune guide du patrimoine, pour lui faire découvrir le château. Bientôt, c'est elle qui y accueillera le public. Oh, c'est superbe Vous salon. entrez dans un univers 18e siècle de A à Z. Alors je vais vous montrer un détail que les gens aussi adorent et c'est normal, parce que moi aussi ça me passionne. Venez voir les carreaux. Nous avons gardé un tiers des carreaux depuis donc le XVIIIe siècle. Ils sont un peu plus foncés. Ils sont, effectivement, vous avez raison, ils sont plus verdâtres. Hein. Oui. Alors vous voyez, je ne vous mens pas, 1748. Ah oui, il y a un graffiti sur le carreau. Voilà. Un bond dans l'histoire auquel la princesse Caillaly veille dans les moindres détails, du mobilier jusqu'aux boiseries peintes. La peinture que vous avez qui est fanée, nous sommes d'accord, Oui, mais c'est elle a vrai. 250 ans. Ah oui. Bon, alors on lui pardonne. Oui, on lui pardonne. La princesse a même apporté une touche de mise en scène dans chacune des pièces du château. Alors la robe 18e siècle, Oui. c'est une robe à panier, bien évidemment. Oui. Et en fonction de l'élévation dans la hiérarchie de la noblesse, Oui. vous aviez des paniers plus ou moins grands. D'accord. Ce qui fait que ça, c'est une robe que je pouvais mettre, moi princesse, dans une maison comme ici en campagne, le Oui. soir. D'accord. Si j'avais été à Versailles, à ce moment-là, ça allait jusque-là, les Ah paniers. oui, là, vous auriez pris beaucoup plus de place. Voilà.
Tout à fait. Et donc, ça pouvait aller pour la famille royale jusqu'à 4 mètres de circonférence. Donc, Ah oui, vous en voyez ce que effet. ça pouvait donner. Sans être Versailles, le Ménil Geoffroy a accueilli de grands noms. Ce bureau, par exemple, a reçu la visite de Victor Hugo, et Antoine de Saint-Exupéry y aurait écrit quelques-uns des chapitres de son vol de nuit. Mais la grande fierté de la princesse, c'est sa salle à manger. Avec le plus grand soin, elle y a dressé une table des desserts, selon l'usage au XVIIIe siècle, avec des couverts en or. Mais c'est curieux ce placement des couverts comme ça à côté de l'assiette et tourné vers soi. Oui, et puis tous d'un côté. Oui, tous d'un effectivement. côté aussi. Alors, cette disposition a duré jusqu'à la Révolution. Donc D'accord. effectivement, on mettait les couverts comme ça, parce qu'on ne tenait pas ces couverts de la même façon. Je vais vous montrer. Je m'assieds et je vais vous montrer comment on les tenait. Voilà. On prenait ces couverts comme ça. On coupait comme ça et on tenait ces fourchettes comme ça. Voilà. Ce qui n'a rien de plus sorcier que ce que l'on fait maintenant. Oui, hein. c'est vraiment une question d'habitude. Voilà. Alors, à la Révolution, beaucoup de nobles, dont une partie de ma famille, sont partis en exil en Angleterre. Et en Angleterre, eh bien, on avait déjà cette disposition-là, ce qu'ils ont toujours maintenant, Oui, c'est vrai, d'ailleurs. c'est comme ça en Angleterre. Oui. Voilà. Donc, quand les nobles français sont revenus d'exil, Oui. il était de bon ton de montrer qu'on était parti en Angleterre. D'accord. Donc, on a gardé cette disposition de chaque côté, mais on a gardé l'habitude française de mettre les pointes vers la nappe. Ah oui, Voilà. Ah, c'est amusant. Donc, ça. on mange franco-anglais maintenant. Dans la région, Anne-Marie Cayali est connue pour ses actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. Elle nous emmène maintenant, à moins d'une trentaine de kilomètres, à Varangeville, découvrir un lieu unique. Bonjour, madame. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas Bonjour, vu. monsieur. Ça fait plaisir de vous revoir. Eh bien, écoutez, je fais visiter, je dirais, le pays de Caux, voyez-vous. Alors, le pays de Caux sans le manoir d'Angot, c'est pas le pays de Caux. Le manoir d'Angot, un joyau de la Renaissance italienne au cœur de la Normandie. Au XVIe siècle, ce manoir est le palais d'été de Jean Angot, ministre des Affaires maritimes du roi François Ier. Mais pour Claude et Jean-Marc, ses propriétaires, le trésor d'Angot, c'est ce colombier. Son architecture exceptionnelle en a fait l'emblème du pays de Caux. Alors, c'est vrai que le colombier, à cette époque-là, c'était un signe de richesse. C'était le plus grand signe de richesse qu'il puisse avoir. Et lui, 1600 boulins, 3200 pigeons, ce qui est quand même quelque chose de faramineux. Et les malheureux paysans qui vivaient à côté n'avaient pas le droit. Et c'est un des premiers droits qui a été supprimé à la Révolution pour donner justement la possibilité aux gens de manger quelque chose. Ces pigeons, c'était surtout pour la nourriture. Il fallait quand même Angot fasse vivre non seulement sa femme et ses 2 filles, mais également tout le personnel qu'il avait autour, ce qui devait être colossal. Quand on pense, quand il a reçu François Ier, il y avait à 3000 à 4000 personnes qui sont venues sur le site de Varangeville, puisque François Ier est venu chasser ici. Si vous voulez, on va aller voir un petit peu comment c'était agencé. Je vous suis. Alors les moulins, vous les voyez ici, ce sont ces casiers où nichaient les couples de pigeons. Ils faisaient leurs petits et ils venaient ramasser alors soit les petits pigeonneaux, soit les couples les plus gros et les œufs surtout. Les pigeons étaient réservés en principe aux seigneurs. Et donc, d'après ce qu'on entend, c'est toujours habité, le colombier. Oui. Ici maintenant, il n'y a plus que 4 ou 5 colombes. Vous avez vraiment ici quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Je suis à chaque fois admirative, chaque fois que je vois il manoir d'Angot et ce superbe colombier. Il faut que tout le monde vienne voir ça. Si vous passez à Varangeville, ne manquez pas de profiter de ce petit air d'Italie. Plus au nord, la Seine-Maritime cache un secret que la princesse souhaite nous dévoiler maintenant. Depuis le XVIIe siècle, sur ordonnance du Premier ministre de Louis XIV, la vallée de la Brelle devient le berceau du flaconnage de luxe. À Blangy-sur-Brelle, Anne-Marie nous emmène chez l'unique souffleur de verre indépendant de la région, où souffle aussi comme un parfum d'Italie. Bonjour Luigi. Dites donc, c'est à quelle chaleur le four? Là, il est à 1200 degrés. Luigi Dei Rossi est vénitien. En 1995, il a repris le four de son père, autrefois maître verrier pour les grands noms de la parfumerie. Luigi, lui, a choisi la verrerie d'art. Dites-moi Luigi, Venezia, vous utilisez les techniques de Murano? Oui, Murano, c'est l'île de Venise. Oui. Donc bien on sûr. appelle ça la technique vénitienne.
Et donc j'ai été intronisé en technique vénitienne en 2010 par un maître de Murano. Maintenant, je vais vous montrer cette technique. Ah bah avec grand plaisir, je vous suis. À Venise, Luigi a été intronisé maestro. En Europe, seuls 4 maîtres verriers possèdent son savoir-faire exceptionnel. Là, je vais vous faire le petit flacon. Et les couleurs, ce sont des couleurs qui viennent de Murano. Ce sont des millefiori concassés. D'accord. Donc là, comme il y a des couleurs, il peut y avoir du cobalt, du fluor, différents minéraux. Donc là, j'utilise une maillotche qui est faite en bois de pommier ou poirier. Oui. Ça sert à arrondir et à répartir. D'accord. Et pommier poirier parce qu'on est en Normandie? Non, tout simplement, c'est que c'est un bois qui se consume uniquement, ne brûle pas. Ah, d'accord. Alors moi, en vous voyant travailler, j'ai l'impression que ce qui est très difficile à faire, c'est que ça soit régulier. Ça, c'est le secret de la technique. Travailler tout en légèreté. Par jour, Luigi peut fabriquer une dizaine de flacons en verre de Murano où les couleurs se mêlent en filigrane. Avant d'y ajouter un vaporisateur, il va le mettre au four de cuisson à environ 500 degrés pendant 12 heures. En attendant, le maître verrier réserve une surprise à Anne-Marie. Bon, Anne-Marie, tu vas prendre la place du maître? Oh, je suis très impressionnée. Donc par contre, pour souffler, tu souffles pas trop fort au début. Oui. Faut souffler progressivement, tu verras, c'est pas très difficile. Bon. Si tu as déjà soufflé dans un éthylotest? Non, jamais. Je suis désolée, c'est pas mon vice. C'est moins dur que souffler dans un éthylotest. D'accord. Pour la première fois de sa vie, la princesse s'improvise souffleur de verre. En France, une seule femme a été sacrée au titre de maître verrier et Anne-Marie ne sera pas la deuxième. Pas plus. Mais là, oh là là, c'est pas si facile que ça. Hein. Pour trouver un savoir-faire typique de Normandie, il faut parcourir encore 33 km. À la ferme de la Varenne, on fabrique un fromage né ici au VIe siècle, le Neuchâtel. Un artisanat ancestral que Nicolas Beurion pratique dans la ferme de ses parents. Bonjour. Bonjour Nicolas. Attendez, j'arrive. Ça fait plaisir de vous voir dans cette belle exploitation. Oui, merci. Alors les vaches que vous avez là, qui sont belles comme tout, qu'est-ce que c'est comme espèce de vache? Alors cette vache-là, c'est la race normande, en fait, qui est la race locale, donc qui est une race adaptée pour faire de la transformation en fromage Neuchâtel. C'est ça qu'on appelle les vaches à lunettes? Exactement. Comme vous pouvez le voir, elles ont des lunettes autour des yeux. Voilà. Chez les Beurion, on travaille en famille. Les parents de Nicolas sont producteurs de lait. Après la traite des 50 vaches de l'exploitation 2 fois par jour, le lait arrive dans les cuves de la fromagerie. En moyenne, une vache peut donner jusqu'à 20 litres de lait par jour. C'est le moment pour Nicolas d'entrer en scène avec la princesse, promue pour l'occasion aide fromagère. Un tablier pour finir. Oui, d'accord. Voilà. Alors, ça se Vous met... faites faire plein de choses que j'ai jamais faites. Ah oui, c'est compliqué, fromager. Non, c'est bien, il faut ça pour l'hygiène. Voilà. Je laisse passer la tête. Voilà. Un bras par ici. Tac. Voilà, vous êtes prête pour travailler. Bon, et ben on va travailler. Nicolas a monté son laboratoire en 2009 et produit ici environ 2500 Neuchâtel par semaine. Donc là, on a la traite d'hier soir. Donc on a mis dans le lait aussitôt la traite des ferments et de la présure. On laisse agir 24 heures et là, on obtient le caillé. Alors, il y a la matière grasse qui est remontée un peu en surface. Après, on a le petit lait, le sérum, ici. Et en dessous, vous avez le lait qui a coagulé et qui fait un peu comme de la faisselle, une sorte de yaourt. Donc c'est cette partie-là qu'on va garder pour faire la pâte à fromage. Au tour de la princesse de mettre la main à la pâte. Il faut que ça soit jusqu'en haut? Oui. Stop. Hop. Parfait. Le lait caillé est déversé dans des sacs de lin pour enlever le petit lait. Égoutté pendant 12 heures, il peut ensuite être mis sous presse avant d'être pétri. La recette semble simple, 2% de sel ajouté.
Voilà. Parfait, merci. Et un champignon sous forme liquide pour favoriser la fermentation et obtenir une belle croûte blanche. On appelle cela le pénicillium, que Nicolas achète en laboratoire. Alors, c'est le moment où on fait le Neuchâtel, ça y est? Voilà, ça y est, la pâte est prête, on va pouvoir attaquer le moulage. D'accord. Donc, on va prendre de la pâte comme ceci. Oui. On va essayer de faire une boule avec. Voilà. On fait une boule de pâte. Oui. On la pose sur la table. Voilà. Mais moi, je vais en faire un, moi. Exactement. Mais enfin, on va essayer. Je vous laisse faire. Donc, on prend ça et Voilà, vous l'avez mettez mis dans le comme moule. ça. Voilà. Et vous pouvez y aller, vous tapez avec la paume de la main. C'est amusant parce que c'est élastique. Hein. Oui, c'est un peu caoutchouteux, oui. Un peu comme de la pâte à modeler. Oui, c'est tout à fait ça. Ça défoule, hein? Ah, c'est sûr, ça. Ça défoule. Quand est-ce qu'on sait qu'il est bien? Comment? On sait qu'il est bien quand il n'y a plus Voilà, rien là, il est c'est ça? parfait là, c'est bien. Vous pouvez le démouler. Et donc, je fais Alors, vous ça. tapez bien sur la pointe. Voilà, et vous le posez délicatement. Voilà. Parfait. Oh, Mais il est magnifique mon ce premier cœur. fromage. Et bien, pourquoi ça a une forme de cœur? Alors, le fromage, il a une forme de cœur parce que au Moyen-Âge, les femmes, c'était très catholique, on n'avait pas le droit de montrer ses sentiments, on ne pouvait pas parler des sentiments, de ces choses-là facilement. Donc les femmes offraient des fromages en forme de cœur aux hommes pour leur montrer leurs sentiments. en fait. Déclarer leur flamme. Pour déclarer leur femme. Voilà. D'accord. C'était à l'époque, c'était comme ça. Ces petits messages d'amour sont ensuite affinés dans un haloir à fleurir. Une pièce à 12 degrés et 95% d'humidité. Et donc, vous allez laisser ça pendant combien de temps? On va laisser les fromages dans le haloir une dizaine de jours minimum, 10 jours minimum, pour que la fleur ait le temps de recouvrir le fromage. Et donc, puis après, on peut les laisser s'affiner, comme par exemple ceux-ci, là, ils ont 2 mois et demi d'affinage. Ah oui. Donc là, ils sont vraiment affinés à cœur, et là, c'est des choses qui ont plus de caractère. Bien sûr. Voilà. Le Neuchâtel, symbole gastronomique du pays de Caux, est aujourd'hui très apprécié hors de nos frontières. Il serait même, dit-on, copié outre-Atlantique. La Seine-Maritime est un écrin où l'artisanat et le patrimoine sont parmi les mieux protégés. À 60 km au sud-ouest de Neuchâtel, nous vous recommandons enfin de ne pas quitter la Normandie sans visiter sa capitale. Nichée dans une boucle de Seine, Rouen est depuis 2002 classée ville d'art et d'histoire. Le Petit Mouton, c'est le passé drapier de notre ville. Jacques Tanguy est un enfant du pays. Guide du patrimoine, il dévoile avec passion les dessous de sa ville natale aux visiteurs de passage. Pour nous faire découvrir son Rouen, Jacques a demandé à son ami historien Henri de Camp de le rejoindre. Bonjour Henri. Bonjour Jacques. Ravi de te voir. Moi aussi. Tu es l'historien un petit peu référent sur Rouen et je pense que tu es la meilleure personne pour nous faire découvrir ce monument exceptionnel qu'est la cathédrale de Rouen. Bah, c'est avec plaisir, on y va? On y va. Bien. Impensable pour Jacques de ne pas commencer par le plus prestigieux édifice de la ville, Notre-Dame de Rouen. La cathédrale de tous les records. La plus haute de France avec 151 mètres à la pointe de sa flèche, mais aussi la plus large avec 61 mètres de la tour Saint-Romain à la tour de Beurre. La façade en fait a été construite au XIIe siècle, mais elle a été remaniée au XIIIe, au XIVe, au XVe et au XVIe siècle. Elle est célèbre dans le monde entier grâce à Claude Monet qui est venu la peindre une trentaine de fois dans les années 1890. Ce n'est pas l'édifice en lui-même qui l'intéressait, c'était les jeux de lumière qui se produisaient à différentes heures de la journée, par des temps très différents. Monet a vendu les tableaux. Il les a vendus dans le monde entier. Et ça nous vaut énormément de visiteurs. Et c'est d'ailleurs amusant. Parce que les Japonais, Henri, quand ils descendent de l'autocar sur la place qui est derrière là-bas, la première question qu'ils posent, c'est pas où est la cathédrale de Rouen, c'est où est la cathédrale de Monet. Bien sûr. Et oui, c'est important pour notre porte-monnaie, soit dit entre nous. L'autre célébrité de Rouen se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Avant d'être reconquise par la France en 1204, la ville était l'un des fiefs de l'Empire plantagenet. C'est donc un célèbre roi anglais qui est inhumé dans le déambulatoire. Il était parfaitement chez lui. Il était duc d'Aquitaine, comte d'Anjou, de Poitou. Et voilà le gisant de Richard, cœur de lion. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il est enterré à 3 endroits. Et oui, il est mort 3 endroits différents. En 1199 à Chalut
Il a Dans le reçu Limousin. C'est ça, Oui. oui. Il a reçu une flèche à l'épaule. Bien sûr, on l'a embaumé et on a laissé tous les viscères sur place. Ah oui, pas de frigo à l'époque. Hein, donc, Et puis, son corps a été ramené à l'abbaye de Fontevraud. Et puis, il avait demandé à ce que son cœur revienne à Rouen, la ville la plus importante bien sûr. de ses Et d'ailleurs, de son il n'y a pas empire. un morceau de Richard qui a été enterré en Angleterre. Non. De roi d'Angleterre qui soit. Hein. Oui, c'est l'un de nos trésors. Bien sûr, beaucoup de personnes viennent voir ce gisant. Les Anglais aiment bien ce roi anglo-normand. Oui, Pas l'oublier quand même. Hein. Plus normand qu'anglais. Plus normand. Allez, oui. on continue. Absolument. Il ne parlait pas un mot d'anglais d'ailleurs. Non. Mais Rouen est avant tout connu pour avoir vu la fin tragique de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. Pourtant, ce n'est que 500 ans après sa mort, à la faveur d'un chantier, à la fin des années 70, que l'on a retrouvé l'emplacement exact de ce drame historique. Comment sait-on que c'est l'emplacement du bûcher? Eh bien parce que vers 1843, un grand chartiste qui s'appelle Jules Quicherat a publié les textes des deux procès. Du procès de condamnation, 1431, et du procès en annulation de 1456. Et ces textes sont très précis et décrivent en particulier le lieu du supplice. On sait que le bûcher avait été levé entre le pilori, sur lequel on présentait les condamnés, et le cimetière de l'église Saint-Sauveur du Marché, dont on voit encore le bas des murs. Donc ça nous situe à peu près là où se trouve la grande croix dite de réhabilitation qui se trouve à cet emplacement-là. Du Moyen-Âge, Rouen a conservé la splendeur. Des maisons à colombages, aux ruelles étroites. Mais le plus beau joyau de la ville est né à la Renaissance. Et ben, voilà. On arrive Oui. aux grosses horloges. Voilà encore un monument majeur de Rouen, oui, hein, ce qui étonne beaucoup mes visiteurs. Une aiguille. Ben oui, il faut attendre un peu plus tard, hein, le début du XVIIe, pour que l'aiguille des minutes arrive. Les moutons, c'est le symbole de l'industrie lainière. C'est d'ailleurs les armes de la ville de Rouen, Tout à fait, puisque c'était la source de la richesse. Les draps de Rouen, faits avec cette laine des moutons, étaient renommés dans toute l'Europe. Au bas du cadran de 2,50 m de diamètre, le semainier du Gros Horloge indique aux habitants de façon allégorique les jours de la semaine. Encore faut-il s'y connaître en mythologie. Chaque jour est représenté par son dieu romain, en quelque sorte. Comme les gens ne savaient pas lire, le lundi c'était Luna, Phobé, le mardi Mars, le mercredi Mercure, jeudi Jupiter. Comme nous sommes vendredi, c'est le jour de Vénus. Lorsque vous passerez à Rouen, rendez-vous à midi pile sous le Gros Horloge pour ne pas manquer la rotation du semainier. Aujourd'hui encore, l'histoire de la Seine-Maritime s'écrit au rythme de son fleuve. À 30 km de Rouen par la rive, Jacques nous emmène maintenant découvrir l'une des plus belles ruines de France, l'abbaye de Jumièges, un monastère bénédictin fondé au 7e siècle. Bonjour Jacques. Bonjour Caroline. Ça va? Ça va bien. Bienvenue à Jumièges. Sur place, il retrouve Caroline Bride, guide à l'abbaye depuis 3 ans. C'est une église qui est exceptionnelle du point de vue de l'art roman. C'est une des plus anciennes églises d'ailleurs de style roman normand par ailleurs. Et c'est aussi une des plus hautes. Là on a un petit record, 25 mètres. 25 mètres, c'est une taille de cathédrale. Exactement, c'est la plus haute église romane du duché de Normandie à cette époque-là. Et ce qui donne aussi cette élégance, c'est les 3 niveaux d'élévation, les 3 étages de l'église. Ça aussi, c'est un petit peu inédit pour l'époque. Alors, je vais te montrer un petit détail. D'ailleurs, ça va t'intéresser. J'aime beaucoup les détails. C'est par là. Souvent, les visiteurs passent devant sans l'apercevoir parce qu'il est un petit peu haut. C'est notre petit chapiteau à l'oiseau, juste ici. Oui. C'est une sculpture assez étonnante parce qu'on a un bel oiseau qui est emprisonné comme ça dans des rinceaux sculptés. L'intérêt surtout ici, c'est que la sculpture romane, elle est assez rare dans l'église Notre-Dame. Les chapiteaux sont très lisses. Alors à part celui-là, et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ici, il a conservé sa peinture d'origine. La petite couleur ocre qu'on voit là, c'est la couleur du XIe siècle qui est restée en place. Maintenant, je t'emmène voir un endroit qui est habituellement fermé au public. Donc c'est un petit privilège, tu vas voir. C'est un grand privilège. Même un grand privilège, oui. C'est vrai. Je vais pouvoir en profiter. Prête-toi. Merci. Et voilà.
Donc là, nous sommes dans la tribune occidentale. Alors, ce qui est très impressionnant ici, c'est les volumes, c'est l'espace, surtout cette superbe voûte en berceau qui est très très impressionnante. Et surtout, ça nous offre le point de vue qu'on voit ici sur toute la nef. Il n'y a pas de poteau intermédiaire, c'est quand même chouette. Alors ici, c'est une église qui a vu la venue de Guillaume le Conquérant. C'est un édifice qui est contemporain de son règne. Et surtout, l'église Notre-Dame, elle est achevée en 1066. C'est une date très importante pour les Normands. Oui, tu la connais. Guillaume n'est plus le bâtard. Exactement, il devient le conquérant. Et oui. Il part à la conquête de l'Angleterre. Il en revient victorieux, c'est tout l'intérêt. Et notre église Notre-Dame, eh bien, elle sera terminée exactement la même année. Et il va falloir attendre 1067 pour que le duc Guillaume rentre d'Angleterre en Normandie. Et il sera présent pour un événement qui est très important pour l'église, c'est la consécration, c'est-à-dire l'ouverture au culte. Guillaume est là. Et on peut s'imaginer qu'il a pu assister effectivement à cet événement exactement à la même place que nous. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Dans cet édifice roman, fleuron de la région, une cinquantaine de moines vit ici depuis le XIe siècle. Mais à la Révolution, comme beaucoup d'autres monuments religieux, l'abbaye est démantelée dès 1795. Aujourd'hui, seul un tiers des bâtiments originaux subsistent. Je vais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'intéresse à notre abbaye pour ses plantes et pour son parc, parce qu'il y a aussi des petits trésors dans le parc de l'abbaye. Oui. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va? Bien. Bien et toi? Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Christophe est chef de son restaurant à Jumièges et de temps en temps il va faire quelques cueillettes. Vous utilisez les herbes des champs pour votre cuisine? Ah oui, c'est savoureux et c'est bon pour la santé. C'est génial. Bah, je vous laisse, bonne cueillette. Bah, merci, puis, au revoir Caroline. Caroline. Au revoir. Donc voilà, on va commencer par... Là, il y a du plantain. Du plantain. Ah voilà, mais le plantain, ça me dit quelque chose. Ah bah ça, on en donne au lapin, ou alors on s'en sert aussi depuis la nuit des temps contre les piqûres d'ortie. Ah, les piqûres d'ortie. Voilà. Les Ma piqûres grand-mère, d'ortie, je on crois, frotte avec. utilisait ça. Oui, Oui, sûrement. Et tu l'utilises comment? Nous, on en fait une purée. On fait La bouillir purée, bouillir les feuilles et après on le mixe. D'accord, Et, effectivement. et ça dégage un goût d'artichaut. Goût d'artichaut. Voilà. Ah, on peut goûter, seulement ça a moins de goût cru. Oui, effectivement. Là, on ne retrouve pas. Il faut le cuisiner. Voilà. Faut le cuisiner. Mais il n'y a pas de risque d'erreur? Il y a d'autres plantes, comme la ciguë, et comme les carottes sauvages à ciguë, ce qui se ressemblent. Donc ça, j'évite d'y toucher, comme ça, je suis tranquille. D'accord. Tout ce qui a un risque, je ne prends pas. Tiens, du salsifis sauvage. D'accord. Ça, c'est très bon pour les gens diabétiques, les racines. Toutes les plantes sont un peu médicamenteuses, on va dire. On va ramasser quelques fleurs de trèfle. Ça, pour mettre dans les salades, c'est très bon. Et donc, il faut enlever tout ce qui est vert. Donc, ça va mettre une petite note sucrée, ça amène de la couleur. Mais pourquoi, justement, veut dire cueillir dans le parc de l'abbaye? Pour le cadre, qui est reposant, et il est entretenu naturellement. Comme il n'y a pas de pesticides ni rien, donc je suis sûr que ça, à manger, c'est bon. Bon, on va aller cuisiner? Allez, on y va. C'est parti. Sa parfaite connaissance des plantes comestibles, Christophe Mauduit la tient du chef étoilé Marc Vera, auprès duquel il a travaillé plusieurs mois. Dans son restaurant de Jumièges, cet amoureux de la nature offre depuis 2 ans une cuisine inventive où se mêlent plantes médicinales et traditions normandes. Jacques, on va commencer par trier les herbes. Bon, on trie. Allez. On remet tout ça. Mettre on les fait- fleurs Voilà. par là. Ça, je suis encore compétent à ce niveau-là. Dans ce temps-là, je vais découper le canard. On va prélever les filets. Le canard, c'est vraiment une recette de la région quand même, hein. Vieille tradition. Ah bah oui, en Seine-Maritime, ils ont toujours mangé du canard. Eh oui. Ça, c'est quelque chose... Je crois qu'on que a Rabelais depuis- est venu en manger d'ailleurs ici. Ah, ça, moi, l'histoire. Ah bah si, ça c'est plutôt mon domaine. Bon alors qu'est-ce que tu vas nous faire alors? Alors, on va faire des cuisses en carpaccio. Et puis le filet qu'on va faire cuire. On va le mettre côté peau dans la casserole. Au menu aujourd'hui, canard cru et cuit et sa purée de plantain ramassée autour de l'abbaye. Une petite minute dans l'eau bouillante, puis Christophe mixe les feuilles en purée. Le chef prépare également des chips de menthe sauvage, frites dans l'huile frémissante. Ça, on tourne. Et quand il n'y a plus de bulles, c'est bon. Et donc, utilisation derrière? Utilisation pour la décoration. Donc on va l'éponger. On peut goûter? Ah oui, on peut goûter. C'est bon. C'est croustillant, c'est léger.
Ça garde le goût de menthe. Reste à préparer le carpaccio de canard. Fleur de sel, poivre. La viande est ensuite marinée dans un vinaigre balsamique aromatisé à l'orange et un peu d'huile de colza pour son arôme de noisette. Maintenant, on va mettre les fleurs. On va mettre des fleurs, oui. Je vais commencer par les petites fleurs de copier. trèfle. Je vais copier. Voilà. On ne les lave pas. Non, pas besoin. Dans le parc, il n'y a pas de produits chimiques. Maintenant, on va passer au salsifis. Ah bah très bien. Voilà. Joli celui-là. Salsifis. Alors pareil. Même principe. Même principe. On en met un peu partout. On met pas le vert. Hein. Non, que le jaune. Que le jaune. Est-ce que c'est bien, Christophe? Très bien. C'est bien Ah comme oui. ça. Je fais très attention. Très bien. Ah, ouais. C'est ta signature. Utiliser les herbes comme ça, c'est... Voilà, nous on aime bien. Bah, moi j'aime bien. Et les gens nous disent qu'il y a beaucoup de saveurs. Puis en même temps, on fait un peu de médecine quand même. Donc voilà notre petite purée de plantain. D'accord. On va la mettre à côté. Comme c'est joli. En plus. Ça fait de la couleur. Le magret, juste rosé. Le chef le déglace au cidre brut de Normandie. On va le faire réduire. À peine le temps pour Jacques de mettre la chips de menthe sauvage, dernière touche du dressage. Après, on va juste rajouter le petit filet de cidre réduit. Ah, ça va caraméliser. On dirait un sirop, oui. Voilà. C'est beau. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à une petite dégustation. Allez. Avec les petites fleurs qui sont pas seulement là pour être belles, hein. A priori, ça donne vraiment Un du petit goût. goût, Hein. ouais. Beaucoup de goût. Tout à fait formidable. Entre fleuve et mer, les innombrables joyaux de Seine-Maritime vous rendront le goût de l'histoire, de la tradition et de l'authentique. Un voyage qu'il serait dommage de ne pas vous offrir une fois dans votre vie.